Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un chapitre fascinant de l'histoire indienne, un événement qui a non seulement changé le destin d'une nation, mais a également laissé une empreinte indélébile sur le cours de l'histoire mondiale. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la première bataille de Panipat, un événement clé qui a marqué le début de l'Empire moghol en Inde. Cette bataille, qui s'est déroulée le 21 avril 1526, est souvent considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire indienne. Le 21 avril 1526, près du village de Panipat, deux armées s'affrontent dans une bataille qui va changer le cours de l'histoire indienne. D'un côté, les forces du sultanat de Delhi, dirigées par Ibrahim Lodi, et de l'autre, les troupes de Babur, un conquérant venu de l'Asie centrale. Imaginez le décor, un champ de bataille poussiéreux, la tension palpable. Les soldats se préparent, les armes scintillent sous le soleil, et l'air est chargé d'anticipation et de peur. Les tambours de guerre résonnent, annonçant l'imminence du combat. D'un côté, Ibrahim Lodi, le sultan de Delhi, à la tête d'un sultanat affaibli, qui lutte pour conserver son pouvoir. Son armée, bien que nombreuse, manque de cohésion et de morale, affaiblie par des années de conflits internes et de corruption. De l'autre, Babur, un jeune conquérant ambitieux, descendant de Gengis Khan et de Timur, bien décidé à fonder son propre empire. Avec une armée disciplinée et des tactiques de guerre innovantes, Babur est prêt à tout pour réaliser son rêve de conquête. Préparez-vous à découvrir des anecdotes fascinantes et des secrets méconnus sur cet événement historique majeur. Nous allons explorer les stratégies militaires, les alliances secrètes et les moments décisifs qui ont façonné cette bataille épique. Restez avec nous pour un voyage captivant à travers le temps et l'histoire. Avant même le lever du soleil, sur la plaine de Panipat, les deux armées se préparent à l'affrontement. Les premiers rayons de l'aube percent l'horizon, révélant une scène de tension palpable. Les soldats, vêtus de leurs armures scintillantes, se tiennent prêts, leur visage marqué par la détermination et l'appréhension. Les tambours de guerre résonnent, annonçant l'imminence de la bataille. Babur, fin stratège, a étudié le terrain et analysé les forces ennemies. Conscient de l'importance de chaque détail, il passe des heures à scruter les cartes et à élaborer des plans. Il sait que la clé de la victoire réside dans la préparation minutieuse et l'anticipation des mouvements adverses. Ses conseillers, eux aussi, jouent un rôle crucial, apportant leur connaissance et leur expérience pour affiner la stratégie. Il sait qu'Ibrahim Lodi a l'avantage du nombre, avec une armée composée majoritairement de cavalerie et d'éléphants de guerre. Ces créatures majestueuses, avec leur défense imposante et leur force brute, sont redoutées sur le champ de bataille. L'armée de Lodi, forte de milliers de soldats, semble invincible, mais Babur ne se laisse pas intimider par cette supériorité numérique. Pour contrer cette supériorité numérique, Babur met en place une stratégie brillante, inspirée des tactiques militaires ottomanes, la tunique allemande. Cette formation, utilisée avec succès par les Ottomans, permet de maximiser l'efficacité des troupes tout en minimisant les pertes. Babur adapte cette technique à son propre style de commandement, ajoutant des éléments innovants pour surprendre l'ennemi. Imaginez, l'armée est divisée en plusieurs unités mobiles, disposées en croissant, avec des canons et des mousquets sur les flancs, et une puissante réserve au centre. Cette disposition permet une grande flexibilité. Chaque unité peut se déplacer rapidement pour répondre aux mouvements de l'ennemi. Les canons et les mousquets, placés stratégiquement, offrent une puissance de feu dévastatrice, capable de briser les lignes adverses. Une formation qui offre flexibilité et puissance de feu. Babur sait que la clé de la victoire réside dans la capacité à s'adapter rapidement aux circonstances changeantes du champ de bataille. Cette stratégie lui permet de garder l'initiative, forçant l'ennemi à réagir plutôt qu'à agir. Babur a aussi amené des canons de campagne, une arme encore peu répandue en Inde à l'époque. Ces canons, bien que lourds et difficiles à manœuvrer, offrent un avantage décisif. Leur capacité à infliger des dégâts massifs à distance change la donne, permettant à Babur de frapper fort avant même que l'ennemi ne puisse approcher. Un atout qui va se révéler décisif. Les premiers tirs de canon résonnent, créant une onde de choc à travers le champ de bataille. Les soldats de Lodi, surpris par cette nouvelle menace, hésitent, offrant à Babur l'opportunité de prendre l'avantage. La cavalerie de Lodi charge, mais se heurte à une pluie de flèches et de balles. Les archers et les mousquetaires de Babur, bien positionnés, tirent sans relâche, créant un mur de projectiles. La charge, initialement puissante, perd de son élan, les chevaux et les cavaliers tombant sous les tirs précis. Les éléphants, d'habitude
réserve à la contre-attaque. Il sait que le moment est venu de frapper fort. Ses ordres sont clairs et précis, chaque mouvement étant soigneusement planifié. La réserve, composée des meilleurs guerriers, se met en marche, prête à exploiter la confusion ennemie. Sa cavalerie, composée de guerriers expérimentés, fond sur l'armée de l'autre, déjà désorganisée. Les cavaliers de Babur, maîtrisant parfaitement leurs montures et leurs armes, frappent avec une précision mortelle. L'armée de Lodi, prise en tenaille, ne peut résister à cette attaque coordonnée. Ibrahim Lodi, combattant courageusement au milieu de ses hommes, est tué au combat. Sa mère marque la résistance en Égypte. Les soldats, voyant leur chef tomber, perdent espoir et commencent à fuir. La bataille est gagnée, mais le coût de vie humaine est immense. C'est la fin de la dynastie Lodi et le début de l'empire moghol en Inde. Babur, grâce à sa stratégie et à son leadership, a réussi à transformer une situation désespérée en une victoire éclatante. Cette bataille marque le début d'une nouvelle ère. Les Moghols vont régner sur l'Inde pendant des siècles, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire du sous-continent. Le fracas des canons de Babur annonce une nouvelle ère dans l'art de la guerre en Inde. Ces armes puissantes, capables de détruire des fortifications et de semer la terreur parmi les troupes ennemies, ont transformé les champs de bataille de manière spectaculaire. Avant Panipat, l'artillerie était rare, vue avec méfiance. Les armées indiennes se reposaient principalement sur la cavalerie et l'infanterie, utilisant des arcs, des lances et des épées. L'idée d'utiliser des canons semblait étrangère et risquée, mais Babur a compris le potentiel destructeur de cette technologie et l'intègre brillamment à sa stratégie. Il ne se contente pas de les utiliser comme armes de siège, mais les emploie de manière innovante sur le champ de bataille, changeant ainsi les règles du jeu. Ces canons de campagne, utilisés par les canons de siège européens, peuvent être déployés rapidement. Cette mobilité permet à Babur de surprendre ses ennemis, de repositionner ses canons en fonction des besoins tactiques et de maintenir une pression constante sur les forces adverses. Imaginez l'impact des mulets de canons fauchant des rangs entiers de soldats, créant des brèches dans les lignes ennemies et semant la confusion. Les soldats, habitués à des combats rapprochés, sont soudain confrontés à une menace invisible et mortelle. La panique qui s'empare de la cavalerie est palpable. Les chevaux, effrayés par le bruit et la fumée, deviennent incontrôlables, rendant toute charge impossible. Les cavaliers, désorientés, perdant leur cohésion et leur efficacité. Le bruit assourdissant et la fumée épaisse des canons ont aussi un effet psychologique dévastateur. Les soldats, terrifiés par ces nouvelles armes, perdent leur morale et leur volonté de combattre. La peur s'installe, rendant toute résistance futile. Même les éléphants, symboles de puissance, sont pris en attaque. Ces majestueux animaux, autrefois invincibles sur les champs de bataille, deviennent vulnérables face à la puissance destructrice des canons. Leur fuite désorganise encore plus les rangs ennemis. La cavalerie de Lodi, incapable de charger grâce à cette puissance de feu, est décimée. Les soldats, pris au dépourvu, ne peuvent rien faire contre cette nouvelle menace. La bataille est perdue avant même d'avoir commencé. L'utilisation novatrice des canons par Babur marque un tournant. Il démontre que la technologie peut changer le cours de l'histoire, que l'innovation est la clé de la victoire. Ces succès inspirent d'autres chefs militaires à adopter cette nouvelle arme. Ils deviendront indispensables à toute armée indienne, changeant à jamais le visage de la guerre. Les canons, autrefois maîtrisés, deviennent des outils essentiels de la stratégie militaire, redéfinissant les tactiques et les batailles pour les siècles à venir. La victoire de Babur ne repose pas uniquement sur la force militaire, mais aussi sur des alliances politiques. Babur, aussi bon diplomate que stratège, sait qu'il doit s'allier aux chefs locaux. Il utilise la diplomatie, promet richesse et utilise des menaces pour allier des chefs rajpouts et des gouverneurs afghans mécontents du régime Lodi. Son allié le plus précieux, Daulat Khan Lodi, gouverneur du Pendjab et rival d'Ibrahim Lodi. Avide de vengeance, il ouvre les portes de l'Inde à Babur et lui fournit des informations cruciales. D'autres chefs rajpouts, séduits par les promesses de Babur de respecter leurs coutumes et leur religion, rejoignent ses rangs. Ces alliances politiques s'avèrent essentielles pour la victoire de Babur à Panipat. Le soleil se couche sur Panipat, révélant un champ de bataille dévasté. La victoire de Babur est totale, mais le coût humain est terrible. Des milliers de soldats sont morts.
La défaite d'Ibrahim Lodi marque la fin de sa dynastie et ouvre la voie à l'Empire moghol, qui régnera sur l'Inde pendant plus de 3 siècles. Sous Akbar, Jahangir et Shah Jahan, l'Empire connaîtra un âge d'or, prospérité économique, art florissant et tolérance religieuse. L'impact de Panipat sur l'Inde est immense. La bataille transforme l'organisation politique, introduit de nouvelles formes d'art et d'architecture, et laisse une empreinte indélébile sur la culture et l'identité indienne. Au fil du temps, la bataille de Panipat s'est entourée de légendes et de mythes. Les histoires, transmises de génération en génération, embellissent les événements, transformant les personnages en héros ou en figures tragiques. On raconte qu'Ibrahim Lodi, refusant d'abandonner, combattit jusqu'à la mort, devenant un symbole de courage. Une autre légende dit que Babur, pieux musulman, pria toute la nuit avant la bataille. Un ange lui serait apparu en rêve, lui promettant la victoire et lui conseillant d'utiliser des canons. Ces récits, même embellis, montrent l'impact profond de Panipat sur la mémoire collective. La bataille a inspiré poèmes, chants et ballades célébrant la bravoure, la tragédie de la guerre et la grandeur de l'Empire moghol. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les secrets de la première bataille de Panipat. J'espère que ce voyage dans le temps vous a éclairé sur cet événement majeur qui a vu naître l'Empire moghol et façonner le destin de l'Inde. Même 5 siècles plus tard, Panipat continue de fasciner. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'histoire et les mystères du monde. A bientôt pour de nouvelles aventures historiques. L'Empire moghol, un héritage impérissable. Peu d'empires ont laissé une marque aussi indélébile que l'Empire moghol, une dynastie qui a régné pendant des siècles, laissant derrière elle un héritage artistique, architectural et une influence durable. Mais derrière la grandeur se cache une histoire complexe de pouvoir, de foi et d'ambition. Rejoignez-nous pour un voyage dans le temps à la découverte des mystères de l'Empire moghol, en explorant son administration, son système juridique et sa puissance militaire. Préparez-vous à être captivé par une histoire d'empereurs et de guerriers, de lois et d'héritage, alors que nous dévoilons les secrets de l'Empire moghol. Les piliers du pouvoir. L'administration moghole. Notre voyage commence au cœur de l'Empire moghol, où les empereurs présidaient sur un territoire vaste et diversifié. Ce territoire s'étendait des montagnes du nord aux plaines fertiles du sud, englobant une mosaïque de cultures et de traditions. Imaginez la cour animée, un kaléidoscope de langues et de coutumes, où l'empereur tenait audience. Les ambassadeurs, les nobles et les érudits se rassemblaient pour discuter des affaires de l'État, créant une atmosphère vibrante et dynamique. Maintenir le contrôle d'un empire aussi vaste exigeait plus que la simple projection de puissance. Il fallait une administration bien huilée pour gérer les affaires courantes et répondre aux besoins de millions de sujets. Cela nécessitait un système de gouvernance complexe et efficace. Les empereurs moghols ont mis en place une administration sophistiquée, capable de gérer les défis d'un empire multiethnique. Au cœur de ce système se trouvait une structure hiérarchique, une pyramide d'autorité avec l'empereur à son sommet. Cette hiérarchie assurait que les ordres de l'empereur étaient exécutés avec précision et efficacité. En dessous de lui se tenait le diwan, le ministre en chef, gérant le trésor et les revenus de l'empire. Le diwan jouait un rôle crucial dans la gestion financière, veillant à ce que les ressources de l'empire soient utilisées judicieusement. L'empire était divisé en provinces, chacune dirigée par un gouverneur chargé de maintenir l'ordre et de collecter les impôts. Ces gouverneurs étaient souvent des membres de la noblesse, choisis pour leur loyauté et leurs compétences. Ces gouverneurs s'appuyaient sur des fonctionnaires locaux pour administrer leur territoire, garantissant que l'autorité de l'empereur atteigne même les régions les plus reculées. Les fonctionnaires locaux jouaient un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques impériales. L'administration moghole était plus qu'une simple hiérarchie rigide. Elle était flexible et capable de s'adapter aux réalités locales, ce qui la rendait particulièrement efficace. C'était un système tempéré par le pragmatisme et une compréhension fine des divers peuples qu'ils gouvernaient. Les empereurs moghols savaient qu'ils devaient gagner le soutien de leurs sujets pour maintenir la stabilité. Les empereurs reconnaissaient l'importance d'équilibrer le contrôle centralisé avec l'autonomie régionale. Ils permettaient aux provinces une certaine liberté pour gérer leurs affaires internes, tant que l'ordre général était maintenu. Ils ont adopté et adapté les coutumes et les lois locales, les intégrant dans leur cadre administratif.
Cette approche inclusive a permis de minimiser les conflits et de favoriser la coopération. Cette approche pragmatique s'est avérée être un facteur clé de la longévité de l'Empire. En intégrant les diversités culturelles et en respectant les traditions locales, les empereurs ont pu maintenir une paix relative et une prospérité durable. L'empereur était activement impliqué dans les affaires quotidiennes de l'Empire. Il supervisait personnellement de nombreuses décisions importantes, montrant ainsi son engagement envers son rôle de leader. Imaginez l'empereur, dès l'aube, tenant audience, recevant des pétitions et rendant justice. Cette routine quotidienne montrait son dévouement à ses sujets et renforçait son autorité. Les chroniques de l'époque dépeignent des empereurs connus pour leur éthique de travail infatigable et leur engagement envers le bien-être de leurs sujets. Leur leadership était souvent cité comme un modèle de gouvernance. Ils comprenaient que leur légitimité reposait non seulement sur la puissance militaire, mais aussi sur leur capacité à assurer justice et prospérité. La justice était un pilier central de leur administration, garantissant la confiance et la loyauté de leurs sujets. Le système juridique moghol, bien qu'inspiré du droit islamique, était adapté de manière unique au contexte indien. Cette adaptation permettait de répondre aux besoins spécifiques de la population locale. Le système de gouvernance moghol, bien qu'imparfait, était remarquablement efficace pour son époque. Il a permis à l'Empire de prospérer pendant des siècles, laissant un héritage durable dans l'histoire de l'Inde. La balance de la justice, un symbole puissant de l'équité et de l'ordre. Le système judiciaire moghol, un pilier fondamental de l'Empire. En nous plongeant plus profondément dans l'Empire moghol, nous découvrons son système juridique complexe et bien structuré. Imaginez un marché animé à Agra, la capitale moghole, où des conflits surgissent inévitablement parmi les marchands et les clients. C'est là que le système juridique moghol jouait un rôle crucial, assurant l'ordre et rendant justice de manière impartiale. Le système juridique moghol, bien qu'enraciné dans le droit islamique, était adapté de manière unique au contexte indien, intégrant diverses coutumes locales. Au sommet de ce système se trouvait l'empereur, l'arbitre ultime de la justice, dont les décisions étaient finales et incontestables. Mais l'empereur ne pouvait pas superviser personnellement chaque affaire juridique, compte tenu de l'immensité de l'Empire. Il s'appuyait donc sur un réseau de tribunaux et de juges répartis dans tout l'Empire, chacun jouant un rôle essentiel dans l'administration de la justice. Ces tribunaux, présidés par des qazis, entendaient un large éventail d'affaires, du petit vol au litige foncier, en passant par les disputes commerciales. Les qazis, liés par un code de conduite strict, étaient tenus de rendre justice sans crainte ni favoritisme, en respectant les principes de l'équité. Ils devaient traiter tous les sujets de manière égale, quel que soit leur statut social, leur religion ou leur origine ethnique, reflétant ainsi la diversité de l'Empire. Cet engagement envers la justice était une nécessité pratique dans un empire aussi vaste et diversifié que l'Empire moghol, où la cohésion sociale était cruciale. Les empereurs comprenaient que pour maintenir la stabilité et assurer la loyauté de leurs sujets, ils avaient besoin d'un système juridique perçu comme juste et équitable par tous. Le système juridique moghol, avec son accent sur l'équité, son accessibilité et son adaptabilité, témoigne de l'approche sophistiquée de l'Empire en matière de gouvernance et de justice. Il a joué un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre, la résolution des conflits et la promotion d'un sentiment d'unité au sein de la population diversifiée de l'Empire, assurant ainsi la longévité et la prospérité de l'Empire moghol. La puissance des Moghols, structure et stratégie militaire. L'Empire moghol, avec sa grandeur et sa splendeur, n'était pas seulement connu pour ses palais et ses jardins, mais aussi pour sa redoutable machine de guerre. L'écho des bottes qui marchent, l'éclat de l'acier sous un soleil brûlant, voilà les sons et les images de l'armée moghole. Ces soldats, avec leur discipline et leur détermination, incarnant la puissance de l'Empire. Pendant des siècles, l'armée moghole a été une force redoutable, crainte pour sa discipline, ses armes avancées et ses tactiques innovantes. Leur formation rigoureuse et leur entraînement intensif les rendaient presque invincibles sur le champ de bataille. Au cœur de la machine militaire moghole se trouvait une structure organisationnelle sophistiquée. Chaque soldat, chaque officier avait un rôle précis, contribuant à l'efficacité globale de l'armée. Imaginez de vastes campements surgissant dans les plaines poussiéreuses, méticuleusement organisés,
Ces camps étaient des centres de logistique et de stratégie, où chaque détail était pris en compte pour assurer le succès des campagnes militaires. Au sommet de cette hiérarchie militaire se trouvait l'empereur lui-même, le commandant suprême. Il dirigeait non seulement avec autorité, mais aussi avec une vision stratégique qui guidait l'Empire vers de nouvelles conquêtes. En dessous de lui se trouvait une hiérarchie de généraux et d'officiers, chacun assurant le bon fonctionnement de cette complexe machine de guerre. Ces leaders étaient choisis pour leurs compétences et leur loyauté, garantissant ainsi une chaîne de commandement efficace. L'armée moghole était réputée pour sa cavalerie, des cavaliers habiles maniant lances et épées. Ces cavaliers étaient non seulement des guerriers redoutables, mais aussi des maîtres de la mobilité sur le champ de bataille. Mais les Moghols ne se fièrent pas uniquement aux tactiques traditionnelles de la cavalerie. Ils ont su intégrer des innovations modernes, combinant l'infanterie et les armes à feu pour créer une force de combat polyvalente. Ils ont adopté les armes à poudre, transformant la guerre dans le sous-continent indien. Les canons et les mousquets ont changé la donne, permettant des assauts plus puissants et des défenses plus robustes. Canons, mousquets et arquebuses sont devenus des éléments intégraux de leur arsenal. Ces armes à feu ont non seulement renforcé leur puissance de feu, mais ont aussi introduit une nouvelle ère de guerre dans la région. Les Moghols étaient des maîtres de la guerre de siège, leurs canons pilonnant les murs de formidables forteresses. Leur capacité à mener des sièges prolongés et à briser les défenses ennemies était légendaire. La prouesse militaire moghole était également le fruit de leur adaptabilité. Ils savaient s'ajuster aux différentes conditions de bataille, utilisant des stratégies variées pour déjouer leurs adversaires. Ils recrutaient des soldats d'origines diverses, les forgeant en une force de combat cohérente. Cette diversité leur permettait de bénéficier d'une multitude de compétences et de perspectives, renforçant ainsi leur efficacité. La machine militaire moghole a joué un rôle crucial dans l'ascension de l'Empire vers la domination. Grâce à leur stratégie et à leur organisation, ils ont pu étendre leur territoire et asseoir leur pouvoir sur une vaste région. Alors que notre voyage au cœur de l'Empire moghol s'achève, nous sommes empreints d'un profond sentiment d'admiration et d'émerveillement. Nous avons été témoins du fonctionnement complexe de leur gouvernement, un système qui équilibrait le contrôle centralisé avec l'autonomie régionale. L'Empire moghol, bien que disparu depuis longtemps, a laissé une marque indélébile sur le sous-continent indien. Son héritage est gravé dans la pierre et le marbre, dans la grandeur de son architecture, la beauté de son art et l'influence durable de sa culture. Continuons à explorer, à questionner et à découvrir l'héritage impérissable des Moghols. Nous sommes en 1530. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, monte sur le trône moghol. Son nom est Nasir ud-Din Muhammad, mais l'histoire le retiendra sous le nom d'Humayun, le fortuné. Mais la fortune, semble-t-il, est une maîtresse capricieuse. Humayun hérite d'un vaste empire, s'étendant de l'Indus au Gange, mais c'est un empire bâti sur du sable mouvant. L'empire moghol, à peine âgé de 2 décennies, est un patchwork de loyauté, tenu par la volonté de fer du père d'Humayun, Babur. Babur, un conquérant d'Asie centrale, avait taillé ce royaume avec son épée et sa ruse. Mais avec sa disparition, les vieilles rivalités refont surface, et des yeux ambitieux se tournent vers le jeune empereur. Humayun, un érudit dans l'âme, amoureux de poésie et d'astronomie, se retrouve maintenant plongé dans le champ de bataille de la succession. Les défis sont immédiats et implacables. Son propre frère, Kamran Mirza, lorgne le trône avec envie. Les chefs afghans, jamais vraiment soumis, sentent une opportunité de reconquérir leur domination perdue. Humayun, bien que connu pour ses compétences martiales, manque de la cruauté politique de son père. Il est, par nature, confiant, voire indulgent, des qualités qui, dans le monde impitoyable de la cour moghole, peuvent s'avérer fatales. La cour moghole, un spectacle éblouissant de richesse et de grandeur, est aussi un repère d'intrigue et de trahison. Derrière les murs ornés de joyaux et les tapisseries somptueuses se cachent des ambitions dévorantes et des complots incessants. Des nobles ambitieux, leurs robes de soie dissimulant des poignards acérés et des esprits encore plus affûtés, chuchotent dans les coins sombres. Chaque murmure est une promesse de trahison, chaque regard une menace voilée. Des complots sont ourdis et des alliances forgées pour s'effondrer aussi vite qu'elles sont faites. Les serments de loyauté sont aussi fragiles que le verre, prêts à se briser au moindre choc.
Humayun, entouré de ce nid de vipères, doit avancer avec prudence. Chaque pas est un jeu d'équilibre, chaque décision un pari risqué. Son premier défi vient de son propre frère, Kamran Mirza. Kamran, un homme de guerre et de stratégie, nourrit des ambitions qui dépassent les frontières d'une familiale. Kamran, un général habile, mais un homme à l'ambition insatiable, exige la riche province de Kaboul pour lui-même. Il voit en Kaboul non seulement une richesse matérielle, mais aussi une base de pouvoir stratégique. Humayun, toujours pacificateur, accepte, espérant apaiser son frère et s'assurer sa loyauté. Mais il sait que cette paix est fragile, un simple voile sur des tensions profondes. Mais cet acte de générosité ne fait qu'encourager Kamran, préparant le terrain pour de futurs conflits. Kamran voit cela comme une faiblesse à exploiter, plutôt qu'un geste de bonne volonté. Au-delà des murs du palais, une nouvelle menace émerge. Les rumeurs de rébellion et de soulèvement se propagent comme une traînée de poudre. Dans les régions orientales de l'Empire, un puissant chef afghan, Sher Shah Suri, unit les chefs afghans mécontents sous sa bannière. Il promet un avenir meilleur, un empire plus juste et plus fort. Sher Shah est un brillant stratège et un leader charismatique, un contraste frappant avec l'érudit et quelque peu indécis Humayun. Il inspire ses hommes avec des visions de gloire et de conquête. Il sent la faiblesse de la cour moghole et se prépare à frapper au cœur de l'Empire. Chaque mouvement de ses troupes est calculé, chaque bataille planifiée avec une précision mortelle. Humayun, confronté à des ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur, se retrouve en équilibre précaire sur un trône qui semble déterminé à le trahir. Il doit naviguer entre les intrigues de la cour et les menaces extérieures, tout en essayant de maintenir l'unité de son empire. Le nom de Sher Shah Suri commence à résonner à travers la cour moghole. Un murmure au début, puis un rugissement. Ce nom, autrefois inconnu, devient synonyme de peur et de respect. De l'Est, des nouvelles arrivent des victoires de Sher Shah, des avant-postes moghols qui tombent, des armées afghanes qui grossissent de jour en jour. Chaque victoire renforce sa légende, chaque bataille gagnée étend son influence. Humayun, initialement dédaigneux de la menace, est forcé d'en prendre note. Les rapports de ses généraux deviennent de plus en plus alarmants, et l'empereur commence à comprendre l'ampleur du défi qui l'attend. Il rassemble son armée, une vaste force de cavalerie, d'infanterie et d'éléphants, et marche vers l'est pour affronter ce nouveau challenger. La tension monte alors que les deux forces se rapprochent, chacune déterminée à dominer l'autre. Les deux armées s'affrontent dans les plaines de Chaussa, en 1539. Le champ de bataille devient un théâtre de guerre, où chaque soldat sait que l'issue de cette bataille pourrait changer le cours de l'histoire. La bataille est féroce et sanglante, un témoignage de la bravoure des deux camps. Les cris des guerriers et le fracas des armes résonnent à travers les plaines, créant une symphonie de chaos et de courage. Mais Sher Shah, un maître des tactiques de champ de bataille, a une surprise en réserve. Connu pour son ingéniosité, il a préparé une stratégie qui pourrait bien renverser la situation en sa faveur. Il déclenche un barrage d'artillerie dévastateur, une arme relativement nouvelle dans la guerre indienne, prenant l'armée moghole au dépourvu. Les explosions secouent le champ de bataille, semant la panique parmi les troupes de Humayun. Les rangs moghols s'effondrent et Humayun, confronté à une défaite imminente, est forcé de fuir, s'échappant de justesse. La retraite est chaotique, marquée par la confusion et le désespoir. La défaite de Chaussa est un coup dur pour le prestige d'Humayun et un tournant dans la lutte pour l'Empire moghol. Cette défaite humiliante ébranle la confiance de l'empereur et de ses partisans. Sher Shah, enhardi par la victoire, pousse son avantage, conquérant de vastes étendues de territoire. Sa réputation de chef militaire redoutable se renforce, et son influence s'étend bien au-delà des champs de bataille. Humayun, pensant ses blessures, se prépare à une confrontation finale, déterminé à reconquérir sa gloire perdue. Il sait que la route sera longue et difficile, mais il est résolu à ne pas abandonner. Mais le destin, semble-t-il, a d'autres projets pour le jeune empereur. Les épreuves à venir testeront sa résilience et sa détermination comme jamais auparavant. Nous sommes en 1540, une année marquée par des bouleversements et des conflits incessants. Une fois de plus, les armées mogholes et afghanes se font face, cette fois à travers le Gange, près de la ville de Kannauj. Les tensions sont palpables, chaque soldat sachant que l'issue de cette bataille pourrait changer le cours de l'histoire. Humayun,
désespéré de venger sa précédente défaite, a rassemblé une nouvelle armée. Cependant, ses forces sont toujours démoralisées, leur confiance ébranlée par les échecs passés et les murmures de doute qui se propagent parmi les rangs. Sher Shah, quant à lui, dégage une aura d'invincibilité. Son armée, gonflée par la victoire et la promesse de pillage, est prête à tout pour écraser une fois de plus les forces mogholes. La bataille de Kanauj, tout comme la précédente, se termine en désastre pour Humayun. Les cris de guerre se transforment en cris de défaite, et le champ de bataille devient un lieu de désespoir pour les Moghols. Les tactiques supérieures de Sher Shah et le manque de morale de l'armée moghole inversent le cours de la bataille. Les Moghols, incapables de résister à l'assaut, voient leur ligne de défense s'effondrer. Humayun, confronté à une seconde défaite humiliante en autant d'années, n'a d'autre choix que de fuir à nouveau. Cette fuite n'est pas seulement une retraite stratégique, mais une course désespérée pour sauver sa vie et celle de ses fidèles. Cette fois, cependant, ce n'est pas seulement une retraite, c'est le début d'un exil long et ardu. Un exil qui le mènera loin de son trône et de ses terres, dans une quête de survie et de rédemption. La fuite d'Humayun le mène vers l'ouest, à travers les plaines arides du Rajasthan, poursuivi sans relâche par les forces de Sher Shah. Chaque jour est une lutte contre la chaleur implacable et les dangers du désert. Il est accompagné d'un groupe de fidèles de plus en plus réduit, leur nombre diminuant de jour en jour. La loyauté de ces hommes est mise à rude épreuve par les conditions extrêmes et les privations constantes. Les épreuves et la trahison deviennent leurs compagnons constants. Chaque pas en avant est marqué par la douleur et la perte, chaque visage ami pouvant se transformer en ennemi. Humayun, autrefois dirigeant d'un puissant empire, est réduit à un fugitif, ses rêves de gloire brisés à ses pieds. Il erre, un roi sans royaume, un leader sans armée. Pourtant, même dans ses heures les plus sombres, une lueur d'espoir subsiste. Alimenté par la conviction qu'un jour, il récupérera son droit de naissance, cette flamme d'espoir refuse de s'éteindre. Humayun rêve encore de reconquérir son trône et de restaurer la grandeur de son empire. Cherchant refuge après sa défaite, Humayun trouva réconfort à la cour du Shah Tahmasp de Perse. C'est là, en terre étrangère, qu'il rassemblera les forces et les ressources nécessaires pour reconquérir son empire perdu. Le soutien du Shah fut essentiel, offrant non seulement une aide militaire, mais aussi un échange culturel qui influencera à jamais l'art et l'architecture moghols. Le temps passé en Perse transforma Humayun. Il s'imprégna de la riche culture persane qui commença à se refléter dans ses goûts et ses préférences. Cette période d'immersion culturelle apporta une nouvelle dimension à l'identité moghole, fusionnant l'esthétique persane avec les traditions indiennes. Les graines de cette synthèse unique furent semées durant ces années d'exil. Avec une vigueur renouvelée et une alliance formidable, Humayun se concentra sur la reconquête de son trône. Son retour en Inde fut marqué par la détermination et la prouesse stratégique. Les batailles furent féroces, mais la résilience d'Humayun porta ses fruits. Il rentra à Delhi, non pas en souverain défait, mais en empereur ayant surmonté la tempête et en étant ressorti plus fort. Le parcours d'Humayun fut semé d'épreuves et de triomphes, et son héritage témoigne de sa force d'esprit. Il a jeté les bases d'une dynastie qui atteindra des sommets sans précédent sous ses successeurs. La fusion des influences persanes et indiennes qu'il a défendues s'épanouira, laissant une marque indélébile sur la tapisserie culturelle et historique du sous-continent. L'Empire moghol, véritable mosaïque de pouvoir et de culture, s'étendait autrefois sur le sous-continent indien. À sa tête, Akbar, un empereur dont le nom résonne encore à travers les siècles. Célèbre pour sa puissance militaire et sa grandeur impériale, le règne d'Akbar était aussi empreint de mystère et d'intrigue. Dans cette série, nous explorerons les aspects les plus méconnus et mystérieux du règne d'Akbar. De ses réformes administratives aux murmures de la cour moghole, nous plongerons au cœur des secrets qui ont forgé son héritage. Préparez-vous à être captivés par des récits de stratégie politique, de convictions religieuses et d'ingéniosité artistique. Rejoignez-moi pour lever le voile sur les mystères de l'Empire moghol d'Akbar.
d'Akbar ne se limita pas aux conquêtes militaires. En effet, son règne est souvent célébré pour ses réformes administratives novatrices et son approche visionnaire de la gouvernance. Il fut aussi marqué par un sens aigu de l'administration qui permit de structurer et de stabiliser l'empire. Imaginez un empire colossal, s'étendant sur des milliers de kilomètres, géré par un système complexe d'organisation et de contrôle, où chaque région était intégrée dans une structure cohérente. Au cœur de ces réformes administratives se trouvait le système Mansabdar, une structure militaro-administrative unique qui combinait les fonctions civiles et militaires. Les fonctionnaires se voyaient attribuer des grades, appelés SABS, qui déterminaient leur statut, leur salaire et leurs obligations militaires. Ce système permettait une gestion efficace des ressources humaines de l'Empire. Ce système permit à Akbar de maintenir un contrôle ferme sur son vaste empire en s'assurant de la loyauté et de la compétence de ses fonctionnaires. Conscient de l'importance d'une fiscalité juste, il instaura le système d'Afsa, basé sur le rendement d'État, afin de garantir une taxation équitable. Ce système garantissait une perception équitable des impôts, favorisant ainsi la prospérité et la loyauté des sujets envers l'Empire. Les paysans pouvaient prévoir leurs impôts, ce qui stabilisait l'économie. Akbar créa également un système de départements ministériels, chacun dirigé par un ministre qui lui rendait directement compte, assurant ainsi une administration centralisée et efficace. Ces réformes témoignent du génie administratif d'Akbar, posant les fondations d'un empire stable et prospère, capable de résister aux défis internes et externes. En étudiant ces réformes, on comprend l'esprit stratégique d'Akbar, véritable visionnaire et bâtisseur de l'âge d'or de l'Empire moghol. Son héritage administratif continue d'inspirer les systèmes de gouvernance modernes. Akbar dut relever un défi de taille, gouverner un peuple aux croyances diverses. Il choisit la voie de la tolérance et de l'inclusion religieuse, une approche révolutionnaire pour son époque. Imaginez une cour où des érudits de différentes religions se réunissaient, partageant leurs idées avec l'empereur. Akbar abolit la jizya, l'impôt imposé aux non-musulmans, manifestant ainsi son engagement envers la liberté religieuse. Il s'inspira des différentes religions pour créer le Din Ilahi, une vision syncrétique prônant l'amour, la paix et la tolérance. L'engagement d'Akbar envers la tolérance religieuse eut un impact profond, favorisant un climat de coexistence pacifique et d'échange culturel. Cet esprit d'inclusion contribua à la stabilité de l'Empire et posa les bases d'un âge d'or pour l'art, l'architecture et la littérature moghols. Derrière les portes du palais moghol se cachait un monde de secrets et d'intrigues, un univers où chaque mur murmurait des histoires anciennes. Le Zenana, les appartements des femmes, était un lieu de pouvoir et de mystère. Akbar, malgré son immense pouvoir, était souvent soumis à l'influence subtile mais puissante des femmes de sa ville. Le Zenana n'était pas une simple résidence royale, c'était un microcosme de l'Empire. Des reines et concubines aux mères influentes, chaque femme jouait un rôle crucial. Les femmes du Zenana façonnaient les décisions de l'Empire, influençant la politique et les alliances. Parmi elles, Hamida Banu Begum, la mère d'Akbar, joua un rôle crucial dans son ascension au pouvoir, guidant ses décisions avec sagesse. Jodhabai, princesse Rajput, scella une alliance politique importante en épousant Akbar, renforçant ainsi les liens entre les royaumes. Dans l'enceinte du Zenana, l'information était une monnaie d'échange précieuse, avec des espions et des informateurs rapportant les conversations secrètes et les intrigues. Akbar s'appuyait sur son réseau d'espionnes et de confidentes pour obtenir des renseignements essentiels, assurant ainsi son contrôle sur l'Empire. En explorant le Zenana, nous découvrons une autre facette du règne d'Akbar, où les femmes jouaient un rôle aussi crucial que les hommes. Les murmures et les intrigues de la cour avaient autant d'influence que les décrets royaux, façonnant l'histoire de l'Empire. Le pouvoir,
richesses de l'histoire moghole. Akbar utilisa une stratégie singulière pour consolider son empire, le mariage. Ces mariages étaient des alliances stratégiques tissant un réseau complexe de loyauté et de parenté. Chaque union renforçait son règne et étendait son influence. Le mariage d'Akbar avec Jodhabai, la princesse Rajput, est un exemple emblématique de cette stratégie. Cette union apaisa les relations avec les Rajputs et démonstra sa volonté d'ouverture à la diversité religieuse. Les alliances matrimoniales d'Akbar servirent de vecteurs d'échange culturel, introduisant de nouvelles coutumes à la cour moghole. Les princesses qui épousèrent des membres de la famille d'Akbar exerçaient souvent un pouvoir considérable. En examinant ces alliances, on découvre un dirigeant astucieux, conscient du pouvoir du mariage comme outil politique et social. Ces unions ont façonné le destin de l'empire moghol et laissé une empreinte indélébile sur son histoire socio-culturelle. Le règne d'Akbar marqua le début d'un âge d'or culturel et artistique sans précédent, une période où l'art et la culture prospérèrent comme jamais auparavant. Sous son patronage éclairé, l'Empire moghol devint un véritable creuset de créativité, attirant des artistes, musiciens, écrivains et architectes de tous horizons. Akbar, fervent érudit et mécène, comprenait profondément le pouvoir unificateur de la culture et de l'art. Il finança généreusement les artistes et artisans, créant ainsi un environnement propice à l'épanouissement de la créativité et de l'innovation artistique. Son règne vit l'émergence d'un style architectural indo-islamique distinct, magnifiquement illustré par la ville de Fatehpur Sikri et ses monuments emblématiques. La littérature connut également un essor remarquable avec la traduction d'œuvres majeures en persan, enrichissant ainsi le patrimoine littéraire de l'Empire. La miniature moghole atteignit son apogée avec des peintures exquises représentant des scènes de cour, des événements historiques et des récits mythologiques. Cet épanouissement culturel reflétait la vision d'Akbar d'un empire inclusif et cosmopolite où diverses cultures coexistaient harmonieusement. En encourageant des artistes de différentes confessions et origines, il favorisa un échange d'idées et de traditions artistiques, enrichissant ainsi le tissu culturel de l'Empire. Akbar laissa un héritage durable, transformant l'Empire moghol en une puissance culturelle et politique, dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. Alors que notre exploration des mystères de l'Empire moghol d'Akbar s'achève, nous sommes frappés par la complexité de son règne. Akbar apparaît comme une figure énigmatique, dont les actions furent guidées par un mélange unique de stratégie politique, de convictions religieuses et d'amour pour la culture. Les aspects mystérieux que nous avons dévoilés, ses réformes administratives, sa quête d'harmonie religieuse, les intrigues de sa cour, ses alliances matrimoniales et son mécénat étaient intimement liés. Chacun contribua au succès de son règne et à l'expansion de l'Empire moghol. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage captivant à travers l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos historiques passionnantes qui révèlent les secrets du passé et éclairent le présent. Bienvenue, chers amis, à cette exploration captivante de l'art et de la culture sous l'empereur Akbar, au cœur de l'Empire moghol. Imaginez un monde où l'art s'épanouit à son apogée, où chaque détail des monuments grandioses aux miniatures les plus délicates raconte une histoire de magnificence. Au cœur de l'Asie, un empire s'est élevé, laissant une empreinte indélébile sur lui. L'Empire moghol, sous le règne d'Akbar le Grand, a connu un véritable âge d'or, un foisonnement culturel d'une beauté et d'une sophistication exceptionnelle. Accompagnez-moi dans un voyage à travers le temps. Plongeons ensemble dans l'univers vibrant de l'art et de la culture moghols. Découvrons des chefs-d'œuvre architecturaux et des traditions qui continuent de fasciner
d'inspirer aujourd'hui, de Paris à Genève, en passant par Lyon, Marseille et Bruxelles. Commençons notre périple par les merveilles architecturales des empereurs moghols. Le grès rouge s'anime au fort d'Agra. Ses murs imposants abritent des cours royales et des mosquées. Admirez les minarets et les dômes du Taj Mahal, symbole d'amour éternel. Ces murs de marbre blanc scintillent sous le soleil indien. Elle englobe aussi des mosquées, comme la Jama Masjid. Ces édifices expriment le pouvoir, la foi et la beauté. L'influence de l'architecture moghole traverse les siècles, inspirant des styles architecturaux en Inde et au-delà. Pénétrons dans l'univers fascinant de l'art moghol où chaque détail révèle un raffinement culturel exceptionnel. Imaginez des miniatures exquises représentant des scènes de cour et des événements historiques. L'art moghol, né d'influences persanes et indiennes, se distingue par ses couleurs vibrantes et ses détails complexes. Observez la finesse des portraits d'empereurs et de nobles, ainsi que des scènes de vie quotidienne. L'influence persane se manifeste dans les motifs floraux et les couleurs éclatantes. Ces éléments se marient aux traditions indiennes, créant un style hybride unique. Des miniatures aux fresques des palais, l'art moghol offre une fenêtre sur la splendeur de la cour. Au cœur de l'effervescence de la cour moghole, découvrons des havres de paix et de beauté, les jardins moghols. Bien plus que de simples espaces verts, ces jardins sont de véritables chefs-d'œuvre, imprégnés de symbolisme et d'un profond respect pour la nature. Imaginez des canaux scintillants, reflétant le ciel azur, bordés d'allées ombragées, agrémentés de fontaines et de cascades. Les jardins moghols étaient conçus comme un paradis terrestre, un lieu d'évasion et de communion avec la nature. Le jardin de Shalimar, avec ses terrasses, ses pavillons élégants et sa végétation luxuriante, incarne ce paradis sur terre. Chaque élément, du choix des plantes à la disposition des cours d'eau, était soigneusement pensé pour créer une harmonie parfaite. Les fontaines et les canaux n'étaient pas seulement décoratifs, ils servaient aussi à l'irrigation et créaient une ambiance sonore apaisante. Les jardins moghols témoignent de l'amour des Moghols pour la nature et de leur désir de créer des espaces de beauté et de sérénité. Ils continuent de nous émerveiller, nous rappelant le pouvoir inspirant et régénérateur de la nature. Sous le règne d'Akbar, la littérature a connu un essor considérable, reflétant la richesse et la diversité des cultures et des idées. Akbar, érudit et mécène éclairé, a établi une cour attirant poètes et savants. L'Akbarnama, écrit par Abul Fazl, est une œuvre majeure, offrant un récit détaillé du règne d'Akbar. La poésie a également prospéré sous Akbar, avec des poètes composant en persan et en hindi. Parmi les poètes célèbres figuraient Rahim, Birbal et Tansel. Le règne d'Akbar a marqué un épanouissement littéraire, reflétant la diversité culturelle et les échanges intellectuels de l'Empire. Plongeons dans l'univers chatoyant de la peinture moghole, où les couleurs s'animent et où les histoires se racontent à travers des coups de pinceau délicats. Sous Akbar, la peinture moghole atteint son apogée, fusionnant les styles persans, indiens et même européens. Grand amateur d'art, Akbar a créé des ateliers royaux où des artistes venus de tout l'Empire se perfectionnaient et créaient des chefs-d'œuvre pour la cour. Ces artistes étaient réputés pour leur maîtrise des couleurs, du détail et de la composition, créant des peintures à la fois réalistes et imaginatives. Le portrait était un thème majeur. Les empereurs moghols, parés de leurs atours somptueux, étaient des sujets de prédilection. Les artistes cherchaient à capturer non seulement leur apparence physique, mais aussi leur personnalité et leur rang. Outre les portraits, les peintres moghols excellaient également dans la représentation de scènes de cour, d'événements historiques et de sujets littéraires. Ces peintures offrent un aperçu fascinant de la vie et de la culture de la cour moghole,
des processions fastueuses aux moments intimes de la vie privée. Alors que le soleil se couche sur l'Empire moghol, laissez-vous emporter par les mélodies envoûtantes et les rythmes entraînants qui emplissent de la cour, vous transportant dans un monde de fêtes et de magnificence. La musique et la danse étaient au cœur de la vie à la cour moghole. Akbar, passionné par les arts du spectacle, a fait de son règne une période d'exception musicale. La cour moghole est devenue un carrefour pour les musiciens talentueux de tout l'Empire et au-delà, chacun apportant son propre style et ses influences. Des mélodies classiques de Perse au rythme folklorique de l'Inde, la musique moghole était un riche mélange de traditions, captivant l'auditoire par sa beauté et sa complexité. Sitar, tabla, sarod et sarangi, chaque instrument avait sa propre sonorité et sa capacité à évoquer des émotions variées. Ensemble, ils créaient une symphonie harmonieuse, à la fois enivrante et transcendante. La danse était également très appréciée à la cour, avec des formes variées, des danses classiques aux danses folkloriques. Les danseurs, vêtus de costumes éclatants et parés de bijoux, captivaient le public par leurs mouvements gracieux et leurs expressions expressives. La musique et la danse moghole continuent de résonner à travers les siècles, témoignant de la richesse culturelle et de la diversité de l'Empire. Rues et bazars s'animent de couleurs, de musique et d'une ambiance festive. Nous voici au cœur des festivals moghols. L'un des plus importants était Nowruz, le nouvel an persan. La cour royale se transformait en un monde féerique. Autre fête majeure, l'Aïd al-Fitr. Les musulmans se réunissaient pour prier et fêter. Les rues vibraient de musique et de danse. Les festivals moghols affichaient la richesse de l'empire. Les processions royales étaient un spectacle grandiose. Ces festivités réunissèrent des personnes de tous horizons. Ils continuent de fasciner, évoquant la splendeur de cette époque. Merci d'avoir suivi cette exploration des mystères et des merveilles de l'art et de la culture moghols. Du Taj Mahal aux manuscrits enluminés, chaque œuvre d'art et chaque monument témoigne de la magnificence de cette époque remarquable. L'héritage de l'Empire moghol continue de nous fasciner, illustrant le pouvoir de l'art, de la culture et de l'esprit humain. En quittant cet univers fascinant, gardons en mémoire la beauté, la créativité et l'héritage exceptionnel de cette civilisation extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos captivantes sur l'histoire et la culture. Bienvenue à tous dans cette exploration fascinante des secrets cachés du Taj Mahal. Niché sur les rives de la Yamuna, ce monument majestueux est bien plus qu'un simple chef-d'œuvre architectural. Préparez-vous à découvrir des anecdotes méconnues et des mystères intrigants sur ce monument emblématique. Rejoignez-moi pour percer les secrets du Taj Mahal et admirer sa beauté intemporelle sous un monde. Le Taj Mahal, un nom qui évoque des images de dômes de marbre blanc scintillant sous le soleil indien, est avant tout une histoire d'amour. Un amour si profond, si puissant, qu'il a donné naissance à l'une des merveilles du monde. Notre histoire commence en 1607, lorsque Shah Jahan, alors prince, rencontre sa bien-aimée Mumtaz Mahal. Leur connexion est instantanée, leur amour une évidence. En 1631, après avoir donné naissance à leur 14e enfant, Mumtaz Mahal décède. Shah Jahan, anéanti par le chagrin, jure de lui construire un mausolée d'une beauté inégalée. 22 années de labeur acharné de plus de 20 000 artisans seront nécessaires pour réaliser ce rêve monumental. Le choix du marbre blanc, symbole de pureté et d'amour éternel, n'est pas anodin. Le Taj Mahal n'est donc pas seulement un monument funéraire, c'est un poème d'amour gravé dans le marbre, un témoignage poignant pour l'éternité. Le Taj Mahal est bien plus qu'une simple construction de marbre, c'est un chef-d'œuvre d'ingéniosité architecturale. Construit au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan, ce monument est une déclaration d'amour éternel à son épouse Mumtaz Mahal.
Sa conception intègre des éléments des architectures islamiques, perses, ottomanes et indiennes, créant un style unique et harmonieux. Chaque détail, chaque courbe et chaque motif a été soigneusement pensé pour refléter cette fusion culturelle. L'un des aspects les plus impressionnants est son dôme principal, s'élevant à plus de 73 mètres de haut. Ce dôme n'est pas seulement une prouesse esthétique, mais aussi une merveille d'ingénierie. Ce dôme majestueux, surnommé dôme d'oignon en raison de sa forme, est un exploit technique remarquable pour l'époque. Il est entouré de 4 petits dômes, ajoutant à la grandeur et à la symétrie du monument. La symétrie est un élément clé de l'architecture du Taj Mahal. Cette symétrie parfaite est visible non seulement dans la structure principale, mais aussi dans les jardins environnants et les bâtiments annexes. Chaque élément, du jardin au minaret, est parfaitement réfléchi par rapport à un axe central, créant un sentiment d'équilibre et d'harmonie visuelle. Les jardins, conçus selon le style Charbagh, symbolisent le paradis sur terre. Saviez-vous que les 4 minarets qui encadrent le mausolée sont légèrement inclinés vers l'extérieur? Cette inclinaison subtile est une caractéristique unique. Ce détail subtil n'est pas un hasard. Il a été conçu pour protéger le mausolée en cas de tremblement de terre. Une véritable prouesse d'ingénierie. Les architectes de l'époque ont pris en compte les risques sismiques, démontrant une compréhension avancée des principes de construction. L'ingéniosité architecturale du Taj Mahal témoigne du génie des artisans de l'époque moghole. Ces artisans ont travaillé sans relâche, utilisant des techniques et des matériaux innovants pour créer ce chef-d'œuvre intemporel. Leur dévouement et leur expertise continuent d'inspirer les architectes et les artistes du monde entier. Mythes et murmures, les légendes du Taj Mahal. Gap 2. Le Taj Mahal, enveloppé dans un voile de marbre blanc, est aussi entouré d'un voile de mystère. Ce monument emblématique, situé à Agra en Inde, attire des millions de visiteurs chaque année, tous captivés par sa beauté et son histoire. L'une des légendes les plus populaires raconte que Shah Jahan, après la construction du Taj, aurait fait couper les mains des artisans, afin qu'ils ne puissent jamais reproduire une telle merveille. Cette histoire, bien que terrifiante, souligne l'importance et l'unicité du Taj Mahal dans l'esprit des gens. Bien qu'aucune preuve historique ne vienne étayer cette histoire macabre, elle reflète l'idée que le Taj Mahal est une œuvre unique au monde. Chaque pierre, chaque courbe, chaque détail a été conçu pour créer une harmonie parfaite, un chef-d'œuvre inégalé. Une autre légende fascinante concerne l'existence d'un Taj Mahal noir, un jumeau sombre, qui devait être construit en face du Taj Mahal blanc. Selon cette légende, Shah Jahan voulait un mausolée noir pour lui-même, en miroir de celui qu'il avait construit pour son épouse bien-aimée, Mumtaz Mahal. Ce palais noir, selon la légende, devait servir de mausolée à Shah Jahan lui-même. Intriguant, n'est-ce pas? L'idée d'un Taj Mahal noir ajoute une couche de mystère et de romantisme à l'histoire déjà riche de ce monument. Bien qu'aucune trace de cette construction n'ait été découverte, l'idée d'un Taj Mahal noir continue de fasciner l'imaginaire. Les fouilles archéologiques n'ont révélé aucun indice tangible, mais cela n'a pas empêché les gens de rêver et de spéculer. Vrai ou faux, ces mythes et légendes ajoutent une dimension fascinante à l'histoire du Taj Mahal. Ils enrichissent notre compréhension et notre appréciation de ce joyau architectural, nous rappelant que parfois les histoires que nous racontons sont aussi précieuses que les monuments eux-mêmes. Au-delà du marbre, dévoiler les secrets cachés du Taj. Le Taj Mahal, avec sa beauté évidente, recèle également des secrets cachés, des détails subtils et des symboles intégrés à son architecture. Chaque pierre, chaque motif, chaque courbe raconte une histoire, une légende, un message spirituel. L'un des secrets les mieux gardés réside dans ces jardins. Ces jardins ne sont pas seulement un espace de verdure, mais un microcosme de l'univers, une représentation terrestre du paradis céleste. Conçus selon les principes du jardin persan, les jardins du Taj Mahal ne sont pas simplement décoratifs. Ils symbolisent le paradis et les 4 rivières du paradis mentionnées dans le Coran, le lait, le miel, le vin et l'eau pure. Chaque élément du jardin a été soigneusement choisi pour représenter ces concepts spirituels. Le jardin est divisé en 4 parties égales par 2 canaux qui se croisent au centre, représentant ces 4 rivières. Cette disposition crée une harmonie visuelle et symbolique.
invitant les visiteurs à une réflexion profonde sur la nature et la spiritualité. Les arbres fruitiers et les fleurs odorantes qui ornent le jardin symbolisent les délices du paradis, créant une atmosphère de paix et de sérénité. Chaque arbre, chaque fleur a été choisi pour son symbolisme et sa beauté, ajoutant une dimension supplémentaire à l'expérience du visiteur. La calligraphie, omniprésente dans l'architecture islamique, joue également un rôle important. Elle n'est pas seulement un ornement, mais une forme d'art sacré qui transmet des messages divins. Des versets du Coran, soigneusement choisis, sont incrustés dans le marbre blanc, créant un jeu de lumière et d'ombre fascinant. Ces inscriptions ne sont pas seulement belles, elles sont porteuses de sagesse et de guidance spirituelle. Ces calligraphies ne sont pas simplement décoratives. Elles transmettent des messages spirituels et guident le visiteur dans sa découverte du monument. Chaque verset a été choisi pour sa signification et son impact, ajoutant une couche de profondeur à l'expérience du Taj Mahal. L'orientation du Taj Mahal a également été soigneusement étudiée pour que la lumière du soleil se reflète sur le marbre blanc, créant des jeux de lumière changeants au cours de la journée. Le monument semble changer de couleur et de caractère, offrant une nouvelle perspective à chaque moment de la journée. Ces secrets cachés révèlent la profondeur de sa conception et la richesse de son message spirituel. Le Taj Mahal n'est pas seulement un mausolée, mais un chef-d'œuvre d'architecture et de symbolisme, une ode à l'amour éternel et à la spiritualité. Chaque visite est une nouvelle découverte, une nouvelle compréhension de ce joyau intemporel. Un héritage intemporel, l'influence du Taj Mahal à travers le monde. Le Taj Mahal, bien plus qu'un simple monument, est devenu un symbole universel d'amour, de beauté et de spiritualité. Depuis sa construction, il n'a cessé d'inspirer les artistes, les poètes et les musiciens. Ses lignes gracieuses, ses proportions harmonieuses et son aura romantique ont été représentées dans d'innombrables œuvres d'art. L'architecture moghole, dont le Taj Mahal est l'un des exemples les plus accomplis, a influencé des générations d'architectes à travers le monde. On retrouve des éléments du style moghol, comme les dômes en oignon et l'utilisation de la symétrie dans des bâtiments bien après l'ère moghole. Le Taj Mahal est aussi une source d'inspiration pour le cinéma, aussi bien indien qu'international. Par sa beauté intemporelle et son message universel d'amour, il continue de fasciner et d'inspirer le monde entier. Merci d'avoir rejoint cette exploration des mystères du Taj Mahal. J'espère que ce voyage vous a permis de découvrir la beauté intemporelle de ce monument emblématique. Le Taj Mahal, témoignage d'un amour éternel et d'une prouesse architecturale exceptionnelle, continue de nous émerveiller. À bientôt pour un prochain épisode. Bienvenue dans cette exploration fascinante de l'Empire moghol sous les règnes de Jahangir et Shah Jahan. Deux empereurs puissants, deux personnalités contrastées, et pourtant tous deux architectes d'un âge d'or de l'histoire indienne. Nous allons nous aventurer dans les cours impériales, déambuler dans les jardins luxuriants et décrypter les symboles gravés dans la pierre. Préparez-vous à découvrir des secrets bien gardés et des anecdotes méconnues sur cette période historique. Des intrigues de palais aux prouesses architecturales, l'Empire moghol n'aura plus de secrets pour vous. Nous voici aux portes de Shalimar, un nom qui évoque la poésie, le murmure des fontaines et la beauté éphémère des roses. Ces jardins, commandés par Shah Jahan, ne sont pas de simples espaces verts. Ils sont une ode à l'amour, une célébration des sens et un témoignage du raffinement de la cour moghole. Imaginez un instant le soleil se mire dans les canaux d'eau turquoise, créant un jeu de lumière hypnotisant. Le parfum des jasmins et des roses de Damas embaume l'air, tandis que les fontaines, savamment orchestrées, offrent une symphonie aquatique. L'agencement des jardins suit des principes géométriques précis, inspirés du paradis tel que décrit dans le Coran. Les terrasses successives, reliées par des cascades et des canaux, symbolisent l'ascension spirituelle. Les cyprès élancés, symbole d'éternité, se dressent fièrement, tandis que les parterres de fleurs multicolores rappellent la richesse et la diversité de la ville. Mais Shalimar
décèle aussi des secrets, des grottes dissimulées, des passages secrets, des jeux d'ombre et de lumière créés par l'architecture elle-même. Aujourd'hui encore, les jardins de Shalimar continuent d'enchanter les visiteurs du monde entier. Le règne de Jahangir, successeur d'Akbar le Grand, fut marqué par l'opulence, les arts, mais aussi par les intrigues de cour. Derrière le décor fastueux de banquets somptueux et de joyaux étincelants se tramaient des drames humains, des luttes de pouvoir et des ambitions dévorantes. Jahangir, l'empereur poète, amateur d'art et de beauté, était aussi un homme influençable, souvent manipulé par sa cour. Parmi les figures marquantes de cette époque, Noor Jahan, son épouse, exerçait une influence considérable. Femme d'une intelligence et d'une beauté exceptionnelle, Noor Jahan était bien plus qu'une simple épouse. Elle prenait une part active aux affaires de l'Empire, conseillant son mari, président des audiences, faisant frapper sa propre monnaie. Mais cette influence attisa les jalousies de l'Empire. Des clans rivaux se formèrent à la cour, tissant des alliances fragiles et fomentant des complots. Des princes ambitieux, avides de pouvoir, guettaient la moindre occasion de contester l'autorité de l'empereur. Malgré les intrigues et les complots, Jahangir réussit à maintenir la cohésion de l'empire. Dressé sur les rives de la Yamuna, le Taj Mahal s'élève, majestueux, tel un hymne à l'amour éternel. Ce chef-d'œuvre architectural, commandé par Shah Jahan en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, fascine par sa beauté intemporelle et les mystères qui planent sur sa construction. Imaginez l'ampleur du chantier. Plus de 20 000 ouvriers, des artisans venus des quatre coins de l'Empire et même au-delà, travaillant sans relâche pendant plus de 2 décennies. Des éléphants imposants, transportant des blocs de marbre blanc provenant des carrières du Rajasthan, des sculpteurs ciselant avec minutie les motifs floraux et les versets coraniques. La coupole principale, culminant à plus de 70 mètres de haut, semble flotter dans le ciel. Ses proportions parfaites, sa blancheur immaculée et les pierres précieuses qui ornent ses murs témoignent du savoir-faire exceptionnel des architectes et artisans mongols. Mais la construction du Taj Mahal est aussi nimbée de légendes. L'histoire raconte que Shah Jahan, pour préserver la beauté inégalée de son mausolée, aurait fait couper les mains des artisans après l'achèvement des travaux. Aujourd'hui, des millions de visiteurs affluent du monde entier pour admirer ce joyau architectural, symbole d'amour éternel et de la grandeur de l'Empire moghol. Au-delà des monuments grandioses et des batailles épiques, l'histoire de l'Empire moghol se révèle également à travers des manuscrits précieux, témoins silencieux d'une époque révolue. Ces documents, précieusement conservés dans les bibliothèques impériales, nous offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne, des croyances et des aspirations de ceux qui ont vécu et régné sur ce vaste empire. Imaginez des ateliers éclairés à la lueur des bougies où des calligraphes talentueux, penchés sur des parchemins, traçaient avec soin les lettres élégantes de l'alphabet persan. Les manuscrits moghols, réputés pour leur beauté et leur finesse d'exécution, étaient bien plus que de simples documents. Certains de ces manuscrits, richement illustrés de miniatures peintes avec une précision extraordinaire, retracent la vie des empereurs, les grandes batailles et les événements importants de la cour. Les couleurs chatoyantes, les détails minutieux et les expressions des personnages nous transportent au cœur de cette époque fascinante. Malheureusement, un grand nombre de ces manuscrits précieux ont disparu au fil des siècles, victimes de guerres, de pillages, ou simplement de temps qui passe. Ceux qui ont survécu, conservés dans des musées ou des collections privées, sont de véritables trésors qui nous permettent de mieux comprendre la richesse et la complexité de l'Empire moghol. L'Empire moghol, à son apogée, s'étendait sur une grande partie du sous-continent indien. Mais derrière cette façade de puissance se cachèrent des tensions constantes, des jeux d'alliances fragiles et
des trahisons qui pouvaient faire basculer l'équilibre précaire du pouvoir. Les empereurs moghols, pour asseoir leur domination, devaient composer avec une mosaïque de peuples, de religions et de cultures. Les Rajpats, fiers guerriers du Rajasthan, étaient des alliés précieux, mais leur loyauté pouvait être incertaine. Le mariage politique était un outil essentiel pour sceller les alliances. Les princesses Rajputes étaient données en mariage aux empereurs moghols, consolidant ainsi des pactes de collaboration et garantissant une certaine stabilité politique. Mais ces mariages, s'ils apportaient la paix, étaient aussi source de tension. Les femmes, dans cet univers masculin, jouaient un rôle politique crucial. Elles pouvaient influencer les décisions de leurs époux, favoriser l'accession au trône de leurs fils, ou au contraire, comploter contre ceux qui menaçaient leurs intérêts. Le déclin de l'Empire moghol, quelques siècles plus tard, sera en partie dû à ces divisions internes, à ces jeux de pouvoir et à ces trahisons qui ont miné l'édifice de l'intérieur. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les mystères et secrets de l'Empire moghol. De l'élégance des jardins de Shalimar à la majesté du Taj Mahal, en passant par les intrigues de la cour et les manuscrits précieux, nous avons exploré ensemble la splendeur et la complexité de cette civilisation fascinante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant sur l'histoire. À bientôt pour une nouvelle exploration historique. L'Empire moghol, un nom synonyme d'opulence, de puissance et de grandeur. De ses humbles débuts en 1526 sous Babur, l'Empire s'est élevé pour dominer le sous-continent indien. Sous des empereurs comme Akbar, l'Empire moghol était un phare de prospérité et de brillance culturelle. Akbar, connu pour sa sagesse et sa tolérance, a encouragé l'harmonie entre les divers groupes religieux de l'Empire. Les empereurs moghols étaient des mécènes des arts, construisant des monuments emblématiques comme le Taj Mahal et le Fort Rouge. Ces merveilles architecturales murmurent des histoires d'un passé glorieux. Pourtant, comme tous les empires, l'Empire moghol n'était pas un abri des ruines. Les graines de sa chute ont été semées sur ses propres fondations. L'Empire moghol, malgré toute sa gloire, n'était pas sans défaut. Des conflits internes et des faiblesses ont commencé à faire surface et à affaiblir l'Empire de l'intérieur. La question de la succession a conduit à des rivalités acharnées et à des conflits sanglants entre frères et fils. Ces guerres de succession ont épuisé le trésor moghol et affaibli l'autorité centrale. L'immensité de l'Empire rendait la gouvernance une tâche herculéenne. Les lignes de communication étaient longues et le maintien du contrôle sur les provinces éloignées devenait de plus en plus difficile. La montée des pouvoirs régionaux a encore affaibli l'emprise moghole. L'empire autrefois puissant commençait à prendre l'eau, menaçant de se briser de l'intérieur. Alors que les conflits internes affaiblissaient l'empire moghol, les forces extérieures ont senti une opportunité. Des voisins ambitieux et des sujets mécontents ont commencé à tester la détermination de l'empire. Les Marathas, dirigés par Shivaji Maharaj, sont apparus comme un ennemi redoutable. Les tactiques de guérilla de Shivaji se sont avérées très efficaces contre les armées mogholes. Les empereurs moghols, déjà aux prises avec des rébellions internes, étaient tellement préparés à faire face à la menace marathe. Les Marathas ont étendu leur territoire et leur influence, affaiblissant davantage l'emprise moghole. L'empire, qui avait autrefois semblé invincible, luttait maintenant pour contenir la montée de la rébellion. La confédération marathe, sous Shivaji Maharaj et ses successeurs, s'est transformée en un empire formidable. Le génie militaire de Shivaji résidait dans sa capacité à s'adapter et à innover. Sa cavalerie excellait dans la guérilla, attaquant les avant-postes moghols et perturbant les lignes d'approvisionnement. Les Marathas ont construit des forts dans le terrain montagneux du Deccan, fournissant des bastions défensifs. Les empereurs moghols, habitués aux guerres conventionnelles, étaient mal équipés pour faire face aux tactiques marathes. Les Marathas, combattant sur leur territoire, ont utilisé le terrain à leur avantage. L'essor des Marathas a mis en évidence les vulnérabilités de l'Empire moghol. Les Marathas étaient devenus une menace majeure pour la domination moghole.
Aurangzeb, le 6e empereur moghol, est monté sur le trône après une âpre guerre de succession. Musulman pieux, le règne d'Aurangzeb a marqué une rupture avec la tolérance religieuse de ses prédécesseurs. Il a annulé bon nombre des politiques d'Akbar, telles que l'abolition de la jizya et l'emploi d'hindous à des postes administratifs élevés. La politique religieuse d'Aurangzeb a aliéné nombre de ses sujets hindous, en particulier dans la région du Rajputana. Les Rajputs, autrefois alliés fidèles, se sont révoltés contre le règne d'Aurangzeb. La rébellion Rajput, bien qu'elle ait finalement été réprimée, a encore épuisé le trésor moghol. Le règne d'Aurangzeb, marqué par l'intolérance religieuse et des guerres coûteuses, a jeté une ombre sur l'empire moghol. Ces politiques ont contribué au déclin de l'empire. Alors que l'empire moghol était aux prises avec des rébellions internes et des menaces externes, ses fondements économiques ont commencé à s'effondrer. Les guerres constantes avaient épuisé le trésor impérial, et le système de collecte des impôts était tombé en ruine. Les empereurs moghols ont recouru à des mesures désespérées, telles que la dévaluation de la monnaie, affaiblissant davantage l'économie. La dévaluation de la monnaie a entraîné une inflation galopante, rendant la vie quotidienne difficile pour les citoyens ordinaires. Les marchés étaient en désarroi et le commerce intérieur a souffert. Pendant ce temps, l'arrivée des compagnies commerciales européennes, en particulier la compagnie britannique des Indes orientales, a aggravé les malheurs des Moghols. Initialement accueillis, les commerçants européens ont progressivement pris le contrôle des routes commerciales lucratives de l'Inde. Les Européens ont introduit de nouvelles marchandises et technologies, mais ils ont aussi exploité les ressources locales, créant une dépendance économique. Les Britanniques ont exploité la faiblesse des Moghols et ont étendu leur influence en Inde. Les empereurs moghols, autrefois maîtres d'un vaste empire, se sont retrouvés de plus en plus dépendants des Européens pour le commerce et les revenus. Cette dépendance a érodé leur autorité et leur pouvoir. Le déclin économique de l'empire moghol a préparé le terrain pour sa disparition éventuelle. Les empereurs moghols ont été réduits à de simples figures de proue, leur autorité diminuant de jour en jour. Les Moghols, autrefois puissants et respectés, ont vu leur empire se fragmenter sous la pression des forces internes et externes. Les Européens ont profité de cette fragmentation pour consolider leur propre pouvoir. En fin de compte, l'empire moghol, autrefois un symbole de grandeur et de richesse, est devenu une ombre de lui-même, dominé par les puissances coloniales européennes. Les Moghols ont tenté de résister, mais leurs efforts étaient vains face à la supériorité militaire et économique des Européens. Leurs terres et leurs richesses ont été progressivement absorbées par les colonisateurs. Ainsi, l'empire moghol, autrefois unifié et puissant, a été réduit à une série de petits royaumes sous la domination européenne, marquant la fin d'une ère glorieuse de l'histoire indienne. Les derniers empereurs moghols ont vécu dans l'ombre de leur passé, incapables de restaurer la grandeur de leur empire. Leur héritage, cependant, continue de vivre à travers l'art, la culture et l'architecture qu'ils ont laissés derrière eux. Le déclin économique et l'encroachment européen ont non seulement changé le cours de l'histoire indienne, mais ont également laissé une empreinte indélébile sur le paysage culturel et politique de la région. Les leçons de cette période sont encore pertinentes aujourd'hui, rappelant l'importance de la stabilité économique et de la vigilance face aux influences extérieures. En fin de compte, l'histoire de l'Empire moghol est un témoignage de la fragilité du pouvoir et de la nécessité de s'adapter aux changements pour survivre. Le XVIIIe siècle a été témoin du déclin rapide et de l'effondrement final de l'Empire moghol. Ce qui était autrefois une force dominante en Inde, affaibli par des conflits internes, des invasions extérieures et un déclin économique, l'Empire a commencé à s'effriter. L'Empire est devenu l'ombre de lui-même, incapable de maintenir son ancienne gloire. Les empereurs moghols ont été réduits à de simples marionnettes, sans pouvoir réel, entre les mains de leurs nobles ambitieux et des factions rivales. Pendant ce temps, les Britanniques, toujours envahissants, ont vu une opportunité. En 1739, Nader Shah, le souverain de Perse, a envahi l'Inde et a mis à sac Delhi, pillant ses richesses et exposant la fragilité de l'Empire moghol. Cet événement a marqué un tournant. La Compagnie britannique des Indes orientales a profité du chaos pour étendre son influence en s'implantant progressivement. Les empereurs moghols, impuissants à arrêter l'avancée britannique, ont été contraints de céder plus de territoire et d'autorité à la Compagnie. Chaque concession. Au milieu du XIXe siècle, la Compagnie britannique des Indes orientales était devenue la puissance dominante en Inde, contrôlant vastes régions. L'Empire moghol, autrefois
autrefois symbole de puissance et de grandeur, avait perdu son éclat. Réduit à un état croupillon confiné à la ville de Delhi, l'Empire n'était plus que l'ombre de lui-même. La transition de la domination moghole à la domination britannique a marqué un changement profond dans l'histoire de l'Inde. L'Empire moghol, malgré sa fin tumultueuse, a laissé une marque indélébile sur le sous-continent indien. Fondé au début du XVIe siècle, il a régné sur une grande partie de l'Inde pendant plus de 3 siècles, influençant profondément la culture, la politique et l'économie de la région. Son héritage est une tapisserie complexe tissée de fils de grandeur et de déclin, de brillance culturelle et d'intolérance religieuse. Les Moghols ont introduit de nouvelles formes d'art et de littérature, enrichissant le patrimoine culturel de l'Inde. La contribution des Moghols à l'architecture indienne est indéniable, avec des monuments comme le Taj Mahal et le Fort Rouge. Ces structures majestueuses sont des témoignages de l'ingéniosité et de la vision artistique des empereurs moghols. Ces monuments continuent de captiver les visiteurs du monde entier, attirant des millions de touristes chaque année. Ils sont non seulement des symboles de l'architecture moghole, mais aussi des icônes du patrimoine mondial. L'ère moghole a également vu l'épanouissement de l'art, de la littérature et de la musique. Les miniatures mogholes, par exemple, sont célèbres pour leurs détails et leur beauté, et continuent d'inspirer les artistes contemporains. Cependant, l'héritage moghol n'est pas sans ses ombres, telles que la politique religieuse d'Aurangzeb. Son règne a été marqué par des conflits religieux et des politiques répressives qui ont laissé des cicatrices profondes dans la société indienne. L'exploitation économique de l'Inde par les compagnies commerciales européennes, qui a commencé sous les Moghols, a eu un impact durable sur le développement du pays. Les ressources indiennes ont été drainées, affectant l'économie locale et préparant le terrain pour la colonisation britannique. L'héritage de l'Empire moghol, à la fois glorieux et tragique, continue de façonner le sous-continent indien aujourd'hui. Des villes modernes aux traditions culturelles, l'influence moghole est omniprésente, rappelant constamment l'impact profond de cet empire sur l'histoire de l'Inde. L'énigme d'Aurangzeb, un empire à son apogée. L'empire moghol, véritable mosaïque de culture, de religion et d'art, rayonnait autrefois sur le sous-continent indien. À sa tête, des empereurs puissants ont marqué l'histoire, et parmi eux, Aurangzeb occupe une place singulière, personnage nimbé de mystère et de contradictions. Aurangzeb, 6e empereur moghol, régna pendant près d'un demi-siècle, une période marquée à la fois par l'expansion territoriale et par des troubles internes. Son règne vit l'empire moghol atteindre son zénith en termes de taille et de puissance, mais aussi les prémices de son déclin futur. Dans ce voyage captivant, nous allons explorer les annales de l'histoire et découvrir la vie et le règne d'Aurangzeb, en examinant les forces et les pouvoir, les défis qu'il a rencontrés et l'héritage durable qu'il a laissé. Ascension fulgurante, le chemin du pouvoir d'Aurangzeb. Né dans la lignée royale des Moghols, Aurangzeb était le 3e fils de l'empereur Shah Jahan, le bâtisseur du majestueux Taj Mahal. Dès son plus jeune âge, Aurangzeb manifesta une intelligence vive et une ambition dévorante, des qualités qui, tout au long de sa vie, allaient être à double tranchant. À la différence de ses frères aînés, Aurangzeb était un érudit religieux et un fin stratège militaire, participant à de nombreuses campagnes dès son adolescence. Cependant, la succession au trône moghol était rarement paisible. En 1657, alors que Shah Jahan une lutte de pouvoir éclata entre ses fils. Aurangzeb, grâce à son sens aigu de la stratégie et à sa détermination sans faille, sortit vainqueur de cette guerre fratricide, emprisonnant son propre père et éliminant ses rivaux. Son accession au pouvoir fut marquée par le sang et les complots, assombrissant le début de son règne. Pourtant, Aurangzeb était déterminé à faire ses preuves en tant que dirigeant, s'engageant dans un programme ambitieux de réforme et d'expansion qui allait sceller le destin de l'empire moghol.
Main de fer, les réformes islamiques d'Aurangzeb. Profondément pieux et fervent musulman sunnite, Aurangzeb pensait que son devoir sacré était de gouverner selon les préceptes de l'islam. Il entreprit une série de réformes visant à appliquer la charia, la loi islamique, dans tout l'empire. Musiciens et danseurs de la cour, jugés frivoles, furent bannis, et les palais autrefois remplis de musique et d'allégresse devinrent austères et silencieux. Aurangzeb abolit également la jizya, un impôt imposé aux non-musulmans, dans le but d'encourager les conversions à l'islam. Il promut la construction de mosquées et d'écoles religieuses, tout en restreignant la construction de nouveaux temples hindous. Ces réformes, bien que motivées par des convictions religieuses sincères, engendrèrent du mécontentement parmi une partie de la population hindoue, semant les germes de la discorde au sein de l'Empire. Malgré tout, Aurangzeb resta inflexible dans sa quête d'un État islamique idéal, persuadé d'agir pour le bien de son peuple. Chapitre 3. L'Empire en expansion. Les conquêtes d'Aurangzeb. Sous le règne d'Aurangzeb, l'empire moghol atteignit son apogée territorial, s'étendant du Cachemire au nord jusqu'au plateau du Deccan au sud. Aurangzeb était un brillant stratège militaire, menant personnellement ses troupes au combat et remportant de nombreuses victoires. Il conquit les royaumes du Deccan, riches en ressources, étendant ainsi l'influence moghole sur une grande partie du sous-continent. Cependant, ces conquêtes malgré ses difficultés, Aurangzeb persista à étendre les frontières de son empire, convaincu que la grandeur moghole reposait sur sa puissance militaire. Son règne fut marqué par des campagnes militaires permanentes, laissant une empreinte indélébile sur le paysage politique et social de l'Inde. Chapitre 4. La discorde religieuse. La politique controversée d'Aurangzeb. La politique religieuse d'Aurangzeb, bien qu'en accord avec ses convictions personnelles, eut des conséquences importantes pour l'Empire moghol. Sa décision de réinstaurer la jizya et de détruire certains temples hindous provoqua le ressentiment et l'opposition de la population hindoue. Des rébellions éclatèrent dans différentes régions de l'Empire, menées par des sectes religieux et des communautés locales qui se sentaient persécutées. La plus grande menace vint des Marathas, un peuple guerrier du Deccan qui opposa une résistance farouche aux Moghols pendant des décennies. La politique religieuse d'Aurangzeb divisa l'Empire et fragilisa son tissu social, contribuant à son déclin progressif après sa mort. Certains historiens affirment qu'Aurangzeb était un dirigeant intolérant qui cherchait à imposer l'islam par la force, tandis que d'autres le décrivent comme un dirigeant pragmatique confronté à des enjeux complexes. Chapitre 5. Le crépuscule d'un règne. Les derniers jours d'Aurangzeb. Après un règne long et tumultueux, Aurangzeb mourut en 1707, à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un empire vaste mais fragilisé. Ces dernières années furent marquées par des guerres incessantes et des révoltes grandissantes qui minèrent l'autorité moghole. La mort d'Aurangzeb marqua un tournant dans l'histoire de l'Empire, qui entra dans une période de déclin et de fragmentation. Son héritage reste sujet à controverse aujourd'hui encore, certains le voyant comme un dirigeant pieux et juste, d'autres comme un tyran intolérant. Malgré les controverses, il est indéniable qu'Aurangzeb fut l'un des empereurs moghols les plus marquants, un dirigeant complexe et énigmatique qui a profondément marqué l'histoire de l'Inde. Son règne fut une période de grandeur et de troubles, de conquêtes et de conflits, qui continue de fasciner et d'intriguer historiens et passionnés d'histoire. Conclusion. L'héritage d'Aurangzeb. Un empire à la croisée des chemins. Aurangzeb, l'empereur moghol qui régna sur l'un des empires les plus puissants de son temps, reste une figure énigmatique, un mélange de piété, d'ambition et de contradiction. Son règne, marqué par l'expansion territoriale et les
réformes religieuses, a laissé un héritage complexe, modelant le destin du sous-continent indien pour les siècles suivants. Alors que le soleil se couchait sur son règne, l'empire moghol, autrefois symbole de splendeur et de puissance, se trouvait à un tournant. Les germes de la discorde semés par ses politiques religieuses, associés aux coûts exorbitants de ses conquêtes, ont préparé le terrain pour le déclin progressif de l'empire. Pourtant, l'héritage d'Aurangzeb dépasse les frontières de l'histoire. Son règne nous rappelle la complexité du pouvoir, les difficultés de gouverner une société multiculturelle et l'impact durable des choix d'un seul homme sur le cours de l'histoire. Nous sommes en 1526. Sur les plaines de Panipat, le choc des armées résonne à travers l'histoire. Ce n'est pas une bataille ordinaire, c'est la genèse d'un empire. Les cendres du sultanat de Delhi, une nouvelle puissance célébrera l'empire moghol. À sa tête se trouve un homme à la volonté indomptable et à la stratégie rusée, Zahir-ud-din Muhammad Babur, le fondateur d'une dynastie promise à un destin glorieux. Babur, qui signifie tigre en persan, était un nom approprié pour ce souverain ambitieux. Il hérita d'une lignée imprégnée de conquêtes, ses ancêtres formant un véritable panthéon de chefs de guerre d'Asie centrale. Mais le destin, semble-t-il, réservait un chemin tumultueux au jeune prince. Sa vie serait un mélange tempestueux de tribulations, un témoignage de son esprit. L'histoire de Babur se résume pas à la puissance des armées ou à la conquête de terre, c'est un récit de fusion culturelle où la force brute de steppe rencontra le raffinement des cours persanes. C'est l'histoire d'un roi guerrier qui, par la seule force de sa personnalité, planta les graines d'un âge d'or qui allait illuminer le sous-continent indien pour les siècles à venir. Pour comprendre Babur, il faut d'abord se plonger dans les courants de l'histoire qui coulaient dans ses veines. Il était un Timuride, un descendant du légendaire Timur, aussi connu sous le nom de Tamerlan. Ce conquérant redoutable avait sculpté un vaste empire à travers la Perse et l'Inde au XIVe siècle. Mais l'héritage de Timur était volatile. Du côté de son père, Babur hérita de l'héritage de Timur. Du côté de sa mère coulait le sang de Gengis Khan. Le nom évoquait des images de sabots tonitruants et de conquêtes fulgurantes. Ce mélange de lignées imprégna Babur d'un sens du destin. Cependant, un tel héritage était une bénédiction et une malédiction. Bien qu'il alimentât son ambition, il le rendait également héritier d'un héritage d'instabilité. Ses premières années se déroulèrent au milieu des politiques perfides de l'Asie centrale. Babur, roi sans royaume, goûta à la défaite aussi souvent qu'à la victoire. Né en 1483 dans la ville d'Andijan, dans l'Ouzbékistan actuel, l'enfance de Babur fut loin de l'éducation choyée à laquelle on pourrait s'attendre pour un futur empereur. Au jeune âge de 11 ans, il hérita d'un royaume déjà au bord de l'effondrement. Ses propres oncles, mus par l'avarice et l'ambition, devinrent ses plus féroces rivaux. Le jeune Babur, preuve d'une résilience remarquable. Il lutta avec ténacité pour reconquérir son droit de naissance, la vie de sa mère, il gagna et perdit l'armée plusieurs fois, témoignant de son sens aigu de la stratégie militaire, mais aussi du paysage politique instable. Chaque victoire fut de courte durée. Chaque triomphe suivit de ses premières épreuves, forgeant une résolution d'acier et une compréhension profonde de l'intérêt et de l'importance du pouvoir. Il apprenait à être un stratège avisé, un leader charismatique et un survivant pragmatique. L'Asie centrale, avec ses alliances changeantes et ses luttes de pouvoir incessantes, s'avéra être un terrain d'entraînement difficile mais efficace. En 1724, après
les décennies de lutte en Asie centrale, Babur tourna son attention vers les riches plaines locales. Le sultanat de Delhi, sous le règne de la dynastie Lodi, était mûr pour la conquête. En 1526, les deux forces se rencontrèrent à Panipat, une ville au nord de Delhi. La première bataille de Panipat fut un moment charnière. L'armée de Babur, bien que moins nombreuse, était supérieure en stratégie et en technologie. Le coup de maître de Babur résida dans son utilisation des armes à poudre et de la tire. La victoire marqua la fin de la dynastie Lodi et l'aube du règne moghol en Inde. Section 5. Le rugissement des canons, le murmure de la culture. La conquête de l'Inde par Babur ne fut pas simplement un triomphe militaire, ce fut un tournant culturel. Les Moghols, bien que d'origine turco-mongole, étaient profondément imprégnés de la culture persane. Babur lui-même était un poète renommé, un amoureux des jardins et un érudit du droit islamique. Avec l'établissement de l'Empire moghol, un nouveau chapitre s'ouvrit dans l'histoire culturelle de l'Inde. La langue persane, déjà influente dans les cercles de la cour, devint la langue de l'administration et de la haute culture. Les mémoires de Babur, le Baburnama, écrites en élégant turki Chagatai, offrent un aperçu fascinant de sa personnalité et du monde qu'il habitait. La cour moghole devint un creuset de traditions artistiques et intellectuelles, mélangeant des éléments persans, turcs et indiens. Cette fusion est évidente dans l'art, l'architecture et la littérature de l'époque. Les Moghols, sous Babur et ses successeurs, allaient créer un héritage culturel qui continue d'inspirer l'admiration et l'émerveillement encore aujourd'hui. Section 6. Akbar, architecte de la tolérance. Tandis que Babur jetait les bases de l'empire moghol, ce fut son petit-fils, Jalal-ud-Din Muhammad Akbar, qui l'éleva à son zénith. Montant sur le trône au jeune âge de 13 ans, Akbar s'avéra être un souverain d'une vision extraordinaire et d'un génie administratif. Le règne d'Akbar, qui s'étend de 1556 à 1605, est souvent considéré comme l'âge d'or de l'Empire moghol. Il étendit les frontières de l'Empire grâce à une combinaison de prouesses militaires et de diplomatie habile. Mais ce sont ses politiques de tolérance religieuse et de réforme sociale qui le distinguèrent véritablement. Akbar, reconnaissant le paysage religieux diversifié de son empire, abolit la jizya, un impôt imposé aux non-musulmans. Il accueillit à sa cour des érudits et des théologiens de diverses confessions, s'engageant dans des dialogues interreligieux. Il patronna les arts, la littérature et l'architecture, créant une atmosphère intellectuelle vibrante qui transcendait les frontières religieuses. Son règne témoigna de l'idée que la véritable grandeur d'un souverain ne réside pas seulement dans la puissance militaire, mais aussi dans la promotion d'une société juste et inclusive. Section 7, l'apogée de l'Empire, une tapisserie de splendeur. Sous le règne d'Akbar et de ses successeurs, Jahangir et Shah Jahan, l'Empire moghol atteignit le sommet de sa gloire. Cette période connut un essor sans précédent de l'art, de l'architecture, de la littérature et de la prospérité économique. La cour moghole devint célèbre pour son opulence, sa grandeur, témoignant de la richesse et de la puissance de l'Empire. Le Taj Mahal, commandé par Shah Jahan comme mausolée pour son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal, demeure un témoignage éternel du génie architectural de Moghol. Ce chef-d'œuvre de marbre blanc, avec ses sculptures complexes et ses dômes gracieux, n'est pas seulement un monument à l'amour, mais un symbole de la sophistication artistique moghole. Les réalisations de l'Empire moghol s'étendaient bien au-delà des merveilles architecturales. L'économie de l'Empire prospéra, alimentée par le commerce, l'agriculture et la production textile. Les textiles moghols, réputés pour leur qualité et leur savoir-faire, étaient très recherchés sur les marchés d'Asie et d'Europe. La cour moghole, avec son mécénat des artistes, des musiciens et des écrivains, devint un centre d'excellence culturelle, son influence rayonnant bien au-delà des frontières de l'Empire.
Section 8, de l'âge d'or à l'étreinte du crépuscule.